Et donc, du coup, je garde le bâton de la parole pour introduire du coup la quatrième et dernière présentation. Cela étant dit, je me sentais un petit peu mal d'interrompre l'échange avec David, mais David, tu restes bien sûr jusqu'à la fin pour le panel de discussion. Oui, super. Fantastique. Mais donc voilà, toutes les questions, surtout si ça génère du clash comme ça, c'est très bien, on va faire le buzz et on pourra attaquer YouTube pour les droits sur la conférence, c'est fantastique. Euh, mais donc, cette dernière présentation, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner plus tôt par rapport à Résonance, et c'est un sujet qui nous tient très très à cœur, et qui est le sujet des licences libres. Parce que dans Résonance, effectivement, j'ai expliqué, on travaille sur le son, mais aussi dans l'optique d'essayer de rendre ça le plus accessible pour tous, autant dans les outils que dans le savoir. On travaille exclusivement avec des logiciels libres et on essaye évidemment d'aborder aussi la question de la création et des licences libres. Et donc, on a la chance d'avoir Laurent qui est avocat spécialisé en droit d'auteur et qui a travaillé sur des questions liées à ce thème-là, et il en parlera bien mieux que moi. Et donc, j'ai dit Laurent, et en fait, je vais vous lire Philippe, je m'excuse, je suis confus. Euh, Philippe Laurent, exactement. Et donc, on continue sur la prochaine présentation. Bien. Bonjour à tous. Donc effectivement, en ce qui me concerne, ça peut paraître paradoxal, mais je travaille essentiellement dans l'informatique. Donc je travaille aussi beaucoup en droit d'auteur, surtout les droits d'auteur sur les logiciels et tout ce qui est trait au logiciel, base de données, etc. Je travaille aussi pour des artistes accessoirement, et je travaille dans un cabinet qui travaille beaucoup pour les droits d'auteur. Mais là, vous êtes face à un département IT. Et effectivement, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les logiciels libres, et c'est vraiment par ce biais-là que je suis rentré dans le droit d'auteur, et c'est par ce biais-là que je suis rentré dans le licensing. Et c'est aussi par ce biais-là que j'ai également pu travailler sur des licences libres, non seulement en informatique, mais également dans d'autres domaines, d'autres secteurs, entre autres le secteur open source, open content, open database, open tout ce que vous voulez en fait. Et effectivement, pour clôturer cet après-midi, donc on a vu un peu donc les différents niveaux, les différents positionnements, surtout avec l'éditeur qui disait que finalement tout le monde le détestait, alors qu'ils sont très utiles aussi. Hein. Et d'une façon générale, tout ce que je vais vous dire, c'est pas, je vais pas vous pousser plus d'un côté que d'un autre. Et d'ailleurs, ça ne va pas être exclusif, ça pourra se combiner, ça pourra vous intéresser, ne pas vous intéresser. C'est avant tout pour vous éclairer sur d'autres manières de concevoir le droit d'auteur, d'autres manières de concevoir l'exploitation de la musique, voire d'autres manières d'essayer de gagner de l'argent ou pas avec son art. Et peut-être attirer également votre attention sur les to-dos et les don'ts à faire ou à ne pas faire. Parce que je vais aborder deux thématiques. C'est tout d'abord l'open licensing, les Creative Commons. Je suppose que certains d'entre vous ont déjà entendu parler. On va répéter un peu, enfin revoir un peu ce que c'est, en quoi ça consiste. Et puis une autre thématique qui est liée vraiment à un phénomène du moment, qui est la blockchain, les NFT. Je vois déjà des yeux se lever au ciel, ce qui est possible, mais en tous les cas, voilà, ça évolue, ça bouge. Peut-être que certains d'entre vous y pensent également en se disant, mais finalement, puisque par la SABAM, ça ne fonctionne pas, par les éditeurs, je ne suis pas content, je vais tout faire moi-même, il y aura peut-être moyen d'avoir un lien direct avec ma fanbase. Hein. C'est peut-être comme ça, finalement, que vous trouverez une manière de vivre de votre art et de rétablir ce contact direct avec vos fans et avec les consommateurs de votre musique ou avec les gens qui apprécient ce que vous faites. Bref, donc deux thématiques principales, les licences open source et puis les NFT. Wow. Pour quelqu'un qui a une sciatique, ça va être un exercice. Vous avez un petit truc là, un petit zapette là, un truc. Ouais, non, ça ira, mais il faut pas que je bouge, quoi. Ok. Non, c'est bon. Non, ça va, ça ira. Voilà. Donc, effectivement, les prérequis, c'était tout ce qui était droit d'auteur. Donc, je vais vous parler, finalement, les droits d'auteur, c'est déjà assez compliqué, mais finalement, là, c'est encore des couches supplémentaires qui vont s'ajouter. On va essayer de simplifier au maximum. Mais effectivement,
une première chose à dire, c'est qu'on va encore beaucoup parler de droits d'auteur. Non, non. Ah oui, il sera encore plus haut, c'est parfait. Oui, oui. Ça, donc, de facto, ça augmente la longueur du câble. Ah oui, oui, carrément. Ouais, mais là, ça devient risqué, parce que si je pars avec la souris, il y a le... Alors, du coup, si t'appuies là, c'est OK. Oui, moi, j'ai surtout l'aspect physique du... Ok, mais il n'y a pas de problème. Ah, il faut plus... Mais oui, effectivement, il faut plus de la souris. Il suffit de faire ça. Voilà, exactement. Voilà. Donc, premièrement, les licences open source, Creative Commons. Donc, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Alors, l'idée de base dans l'open source licensing, effectivement, ça vient de l'informatique. Hein. Donc, les premiers qui se sont dit, tiens, on a des droits d'auteur, mais on ferait peut-être autre chose avec que d'aller faire payer des licences. C'est dans le domaine informatique que ça s'est passé avec les logiciels libres, les logiciels open source. Linux, etc., la GPL, BSD, enfin voilà, ce sont des termes qui vous sont peut-être déjà familiers. Alors effectivement, dans le domaine justement de la production musicale, parce qu'accessoirement, si vous voulez qu'on parle aussi de production musicale, je fais un peu de musique amateur à mes heures perdues également, et j'utilise aussi les digital audio workstation quand j'ai un peu le temps. Enfin moi, en ce qui me concerne, j'utilise... Pardon ? Bah, en fait, moi, c'est Reaper et c'est pas un logiciel open source, mais il est bon marché, mais pas open source. Mais effectivement, il y a des logiciels libres qui servent à faire de la musique par ordinateur, dont Ardour, dont Audacity, dont LMMS. Et donc, ces logiciels ont la caractéristique d'être des logiciels protégés par le droit d'auteur, mais dont les auteurs se sont dit, eh bien voilà, on va les distribuer sous licence open source. Ce qui veut dire que tout un chacun va pouvoir les télécharger gratuitement, les utiliser gratuitement, les améliorer s'il a les capacités gratuitement, les redistribuer gratuitement et redistribuer même les améliorations qu'il aurait faites sur le logiciel gratuitement. Donc, ils ont des droits d'auteur sur les logiciels. Donc, l'open source, ce n'est pas ne pas avoir de droits d'auteur, ce n'est pas renoncer aux droits d'auteur. Non, non, c'est basé sur les droits d'auteur. Enfin, à une exception près qu'on verra à la suite, et encore il y aura beaucoup de choses à dire sur cette exception, mais en général, la première étape, c'est j'ai des droits d'auteur, qu'est-ce que je fais avec ? Et après, le réflexe, c'est de se dire, oui, je pourrais essayer de les rémunérer, de les vendre, ou je les donne gratuitement. Alors ça peut vous paraître choquant, parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup la question du comment est-ce que je vais me faire rémunérer avec mes droits d'auteur, et là je vous dis, donnez des licences gratuites. Il faut savoir que dans le domaine informatique, le milieu et les gens qui ont développé ces licences se sont dit, mais finalement, nous, ça nous embête beaucoup, tous ces droits d'auteur, et on veut réutiliser du code, on nous empêche de le faire, on veut avoir accès au code source de driver, on nous empêche de le faire, c'est pas comme ça qu'on conçoit l'informatique. Pour nous, l'informatique, c'est faire améliorer le code, c'est aller de l'avant, c'est toujours aller plus loin. Et finalement, nous, notre boulot, c'est pas faire un logiciel et se faire payer des licences, mais c'est toujours aller de l'avant et toujours améliorer le code. Et donc finalement, il y a tout un écosystème qui s'est développé, mais également des business models qui se sont développés, qui ne sont pas basés sur je vends des licences, mais qui sont basés sur je donne des licences gratuites, j'attire une communauté d'utilisateurs, j'attire potentiellement beaucoup de clients qui sont intéressés par ces logiciels gratuits, mais à un moment ou à un autre, il va quand même falloir payer. Payer quoi ? Payer l'installation, payer la customisation, payer l'intégration, comme on dit dans le domaine informatique. Bref, les licences sont gratuites, mais tous les services qui sont autour sont payants. C'est ça aussi l'esprit, et ça marche très bien en matière informatique. Et puis progressivement, on s'est dit, bon, ça fonctionne en matière de logiciels, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec d'autres types d'œuvres ? Et entre autres, un professeur renommé aux États-Unis, Laurence Lessig, s'est dit, je vais lancer la même chose, mais dans le domaine de la création artistique pour les œuvres littéraires et artistiques, les livres, la musique, tout ce que vous pouvez imaginer, protégé par le droit d'auteur. Et il a appelé ça Creative Commons, et il s'est dit on va s'inspirer de cela, mais on va essayer d'adapter ce concept-là aux œuvres littéraires et artistiques en général. Et donc c'est le mouvement qui s'est encore plus élargi de Open Contents, mais dans lequel on va analyser plus particulièrement ces licences Creative Commons. Alors qu'est-ce que c'est les licences Creative Commons? C'est la même chose, c'est de se dire j'ai des droits d'auteur, mais je vais permettre aux gens de faire des choses avec mes œuvres. Donc c'est vraiment aller dans la direction de permettre, et c'est vraiment permettre de manière large, c'est-à-dire à tout le monde. Il faut bien comprendre ça aussi. Et là, vous avez le choix entre différentes licences par rapport à certaines caractéristiques de ces licences. Bon. Et il y en a 6 différentes qui sont vraiment les 6 licences de base différentes.
Alors, elles partagent toutes deux caractéristiques. La première, c'est CC, c'est-à-dire que ce sont des licences Creative Commons. Bon, là, jusque-là, ça ne mérite pas d'explication, puisque je vous ai dit, on analyse ce phénomène et ce type de licence. Une deuxième caractéristique qui est partagée par toutes les licences, c'est le BY. Le BY, c'est-à-dire il faut toujours au moins reconnaître l'auteur, le lien entre l'œuvre et l'auteur, donc donner des crédits, respecter le fait que cette œuvre appartient à quelqu'un, et chaque fois qu'on va l'utiliser de la manière permise par le reste des autres caractéristiques, il va falloir au minimum respecter cette paternité. Donc le BY, c'est vraiment, on respecte en tous les cas la paternité. Puis après, il y a une deuxième caractéristique, un deuxième choix que l'on fait lorsqu'on met une œuvre sous licence Creative Commons, c'est de se dire, est-ce que je vais permettre un usage commercial de mon œuvre, ou au contraire, est-ce que je ne veux pas permettre un usage commercial de mon œuvre? Alors quand je dis je veux permettre ou pas permettre, c'est dans le cadre des licences. Donc la réflexion, c'est plutôt, si je permets également par cette licence Creative Commons de faire un usage commercial, tout le monde va pouvoir faire un usage commercial et je n'aurai plus rien à dire. Parce que j'ai déjà tout dit, j'ai dit je le permets. Si je ne permets pas, si je choisis une licence non-commercial, c'est-à-dire NC, à ce moment-là, ça veut dire que je me réserve ces droits. Je mets mon œuvre sur un site, sous une licence Creative Commons, non-commercial, ça veut dire tant que c'est pour faire un usage pas commercial, pour l'écouter, le reproduire, vous amuser à la maison, il n'y a pas de souci. Mais si jamais vous êtes en train de faire un spot publicitaire, alors à ce moment-là, attention, la licence s'arrête. Sur base de cette licence-là, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est une invitation à revenir vers l'auteur en disant « Ah, vous avez bien aimé ma musique dans le cadre non commercial, vous voulez la réutiliser dans le cadre commercial, venez chez moi. » Et là, on peut toujours discuter, on va négocier cette licence. Et donc le but à ce moment-là, c'est justement de monétiser certains usages commerciaux de l'œuvre. Donc, premier attribut, BY, c'est la paternité, elle est dans toutes les licences. Deuxième attribut, est-ce que vous choisissez une licence commerciale ou non commerciale? Et troisième attribut, c'est ce qu'on appelle le share-alike. Share-alike, c'est ce petit symbole qui signifie, alors, est-ce que je vais permettre la modification de mon œuvre? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Oui ou non? Si la réponse est oui, non, d'abord la réponse est non. Si la réponse est non, à ce moment-là, vous allez choisir un attribut qui est non-dérivative. Non-dérivative, ça veut dire mon œuvre est comme elle est, vous avez une licence pour l'utiliser, la reproduire, l'écouter. Si c'est commercial, vous pouvez même faire un usage commercial, mais attention, vous n'y touchez pas. Donc, vous ne pouvez pas la modifier. Ça, c'est l'attribut non-dérivative. Si vous voulez encore aller plus loin dans les permissions, vous pouvez également dire « Ok, vous pouvez utiliser mon œuvre, vous pouvez la modifier, vous pouvez faire une modification ou prendre une partie, faire autre chose avec, la sampler par exemple, prendre un petit bout, faire un autre morceau de musique. Eh bien, vous pouvez, donc on permet la modification, mais avec une contrainte qui est le share-alike, c'est-à-dire si vous le faites et si vous réexploitez votre œuvre qui est dérivée de la mienne, vous allez devoir la redistribuer sous la même licence. Donc ça vous empêche de réexploiter votre œuvre qui est basée sur une œuvre précédente d'une manière autre que de la redistribuer sous la même licence Creative Commons. Donc vous voyez bien la dynamique du « je crée », je permets aux autres de créer au-dessus, mais ceux qui créent au-dessus, il va falloir également qu'ils le redistribuent sous la même licence. Ça, c'est vraiment l'esprit typiquement des licences type dans l'informatique GPL, les licences d'Audacity et autres. C'est vraiment le copyleft, ça s'appelle copyleft dans le domaine informatique. Et le share-alike, c'est tout à fait pareil, c'est permettre de modifier, mais si on redistribue, eh bien à ce moment-là, la redistribution doit être faite sous la même licence. Et puis, vous pouvez également dire, oui, vous pouvez modifier et vous n'avez aucune contrainte, vous pouvez redistribuer sous la licence de votre choix, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et là, dans ce cas-là, c'est simplement, vous n'avez pas share-alike, vous n'avez pas dérivatif. Donc, non-dérivatif, c'est pas de faire de modification. Oui. Juste le cas précédent, c'est ce que en fait, cette manière de redistribuer, c'est-à-dire, en fait, c'est une interdiction de faire de l'argent avec.
C'est-à-dire vous pouvez la manipuler dans tous les sens, mais si vous l'intégrez dans une pub, vous ne pouvez pas la budgétiser et faire de l'argent dessus. Ça va également dépendre de l'attribut commercial ou non-commercial. Ça va dépendre un peu. Mais typiquement, si vous faites une licence non-commercial share-alike, c'est-à-dire vous pouvez réutiliser, donc vous pouvez reproduire, communiquer l'œuvre, il n'y a pas de souci, du moment que c'est dans un cadre non commercial, et vous faites du share-alike, c'est-à-dire vous pouvez modifier, améliorer, mais ça devra être redistribué sous une licence qui sera également non-commercial. Donc effectivement, à ce moment-là, vous sortez de l'aspect commercial de l'exploitation. Et donc voilà, ça c'est grosso modo les 6 licences principales, parce que vous aurez compris qu'en faisant votre combinaison des différents attributs, vous arrivez aux 6 choix possibles, qui sont la licence la plus permissive, qui est faites tout ce que vous voulez du moment que vous me donnez le crédit, que vous respectez la paternité de l'œuvre, ou alors vous faites ce que vous voulez, en ce compris un usage commercial, mais vous allez devoir redistribuer sous la même licence. Vous ne pouvez faire un usage commercial et non commercial, mais sans faire de modification. Et puis après, on est dans les licences non commerciales. Donc vous pouvez modifier, vous pouvez redistribuer, mais toujours dans le cadre non commercial, ou alors vous pouvez modifier, redistribuer dans un cadre non commercial, mais en plus en redistribuant sous la même licence. Et puis la plus restrictive qui est, vous pouvez utiliser l'œuvre, la reproduire, la communiquer, mais pas dans un cadre commercial et sans la modifier. Vous avez les 6 choix. Alors, je vous passe les détails concernant toute la polémique relative à qu'est-ce qu'un usage commercial ou non commercial, parce que depuis que ces licences existent, c'est une grosse problématique, parce qu'en matière de droit d'auteur, il n'y a pas la définition de ce que c'est que commercial ou non commercial. Alors, il y a les cas qui sont tout à fait évidents. Hein. L'usage non commercial, vous êtes dans votre garage, vous faites de la musique dans votre garage, vous ne faites pas payer l'entrée dans votre garage, c'est non commercial. Et puis de l'autre côté, c'est faire une publicité avec votre œuvre. Hein. Ça, c'est très très clair, mais il faut savoir que parfois, on peut être vraiment dans une zone grise, on peut parfois se demander si c'est commercial ou non. Oui. Un organisme de diffusion publique type les RTBF diffuse. Est-ce que, étant donné que la RTBF fait de la publicité, on va juger que c'est commercial? Ou maintenant, si on prend Arte ne diffuse pas de publicité, est-ce que là, on pourra dire que c'est non commercial? C'est justement là qu'on commence les discussions. Si une entreprise est une ASBL et qu'elle la réutilise, est-ce que c'est commercial ou pas? La façon la plus facile de répondre, c'est de dire que je n'ai pas de réponse ultime à ce niveau-là. On attend toujours des clarifications à un certain moment donné. Oui? Non, oui. Un cas concret, à Résonance, on voudrait créer des banques de sons et les permettre à n'importe qui de les utiliser. Et du coup, on se posait la question de quelle licence on pouvait... parce qu'il y a peut-être des gens qui vont faire du commerce avec, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle licence serait idéale pour nous? Si ça vous pose un problème de que des gens fassent du commerce avec, c'est la non-commerciale. Non, pas du tout. Justement, on voudrait leur permettre ça. Oui. Quoi? Ok. En fait, nous, on voudrait faire juste des banques de sons et permettre aux gens de pouvoir les utiliser de toutes les manières qu'ils en ont envie, quoi. La première. C'est la première. Du coup, ok, merci, j'ai ma réponse. Voilà. Ça, c'est le cas le plus simple. Et donc, effectivement, tous ces cas où vous avez un organisme de diffusion publique, est-ce que c'est lié à la publicité ou pas à la publicité? C'est un peu plus délicat, oui. Est-ce qu'il y a de la jurisprudence là-dessus? Alors, il y a en général très peu de jurisprudence sur tout ce qui est licence libre. En matière de Creative Commons, on a été un des premiers pays où on a eu l'une des premières décisions de justice, où effectivement un groupe de musique avait fait un morceau, l'avait distribué sous une licence non-commercial, je ne sais plus s'il était share-alike ou non-dérivative ou non, en tous les cas non-commercial, et un théâtre avait justement réutilisé ce morceau de musique pour faire de la promotion de sa saison en radio. Et donc c'était pour faire une pub. Et le théâtre n'avait ni respecté l'obligation de paternité, ni respecté l'aspect non commercial. Et donc, le tribunal a constaté qu'effectivement, la licence n'avait pas été respectée et a condamné à payer certains montants en dédommagement. Et donc, c'était vraiment
vraiment un proof case pour voir que ces licences fonctionnent, dans le sens où on leur reconnaît une certaine validité et on reconnaît que la limite est bien réelle et que lorsqu'on dépasse la limite, eh bien, on sort de la licence, et si on sort de la licence, on rentre de nouveau dans le régime traditionnel de droit d'auteur, et les gens qui sortent de la licence et qui font des choses qui ne sont pas permises sont sanctionnés par les tribunaux. C'était une des premières décisions, elle date déjà d'il y a pas mal de temps, mais on a encore eu quelques-unes du même type, mais c'est pas comme s'il y avait foison de ce genre de cas devant les tribunaux. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut trouver les infractions, il faut les poursuivre, et généralement, ça se règle plutôt à l'amiable, ou dans la plupart des cas, les gens utilisent du matériel sous Creative Commons et ne réalisent pas que c'était une Creative Commons non commerciale alors qu'ils utilisent pour faire de la publicité sur leur site web. Et dans ces cas-là, ils sont contactés et on trouve un arrangement. Et donc c'est la plupart du temps, et c'est le cas dans les licences libres en matière informatique aussi, c'est qu'il y a énormément de litiges qui se résolvent à l'amiable. Oui. Allô. En fait, je voulais réagir donc par rapport à ce que vous avez dit. On ne sait pas toujours bien définir quand il y a quand c'est commercial. Usage commercial ou non commercial. Usage, voilà. En fait, moi, je me suis dit, est-ce que le fait que ce soit commercial ou pas, c'est pas lorsqu'il y a une transaction financière? Justement, ça c'est les cas les plus simples. Lorsque vous faites vous créez une œuvre qui est dérivée d'une œuvre sous Creative Commons et que vous par exemple une photo, et que vous faites 100 posters reprenant cette photo, hein, vous créez autour de la photo et puis vous faites 100 unités que vous vendez, c'est très clair que là il y a une transaction commerciale et donc il y a un usage commercial. Non, c'est plutôt tout ce qui est justement les usages indirects typiquement par exemple des ASBL qui sont censés ne pas faire de profit. Donc est-ce qu'elles ont un usage commercial ou pas? Maintenant les ASBL peuvent faire commerce, hein, et ça a encore été facilité par la révision du code des droits des sociétés, mais ça c'est quand même autre chose. Mais voilà. Mais je vous propose de ne pas trop ouvrir cette thématique-là parce qu'on ne va pas s'en sortir en fait de cette thématique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que face à une Creative Commons, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que le non commercial est enclenché ou pas. Et si on risque un tant soit peu de faire un usage qui pourrait éventuellement être catégorisé comme étant commercial, on va immédiatement faire le tri et se dire toutes les licences qui empêchent l'usage commercial, les non commercial, il va falloir les retirer. Et donc les œuvres qui vont pouvoir nous intéresser, malheureusement, toutes celles qui sont sous cette licence qui interdisent l'usage commercial, il va falloir les écarter. Donc c'est plutôt ça la démarche, c'est pour se protéger, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi est-ce que je veux réutiliser cette œuvre-là, et s'il y a un doute, alors à ce moment-là, il va falloir plutôt s'abstenir d'utiliser les œuvres sous licence non-commercial. Vous avez dit qu'en Belgique, on avait eu quelques cas, parce que ça sent un cas, et vous avez l'air de penser que c'était déjà pas mal, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas de cas. Non, il y en a quelques-uns. Mais comme ça vient des États-Unis, est-ce qu'aux États-Unis, il y a plus de cas que chez nous? Pas à ma connaissance. Donc il y en a également, mais quelques-uns. Donc il y a eu aussi une décision à Adam Curry qui était sortie. Donc c'était justement hollandais, mais qui était parti aux États-Unis, avec toute une discussion sur la réutilisation de photos que lui-même avait publiées sur son site par un magazine. Et bon. Mais je ne pense pas que l'intérêt soit vraiment d'aller faire une analyse particulière sur des décisions particulières. Je crois que l'intérêt, c'est plus de se focaliser sur les mécaniques de ces licences-là et de savoir ce que ça implique, le fait d'utiliser ces licences. Et ce que ça implique, entre autres, c'est qu'il faut toujours réaliser que pour pouvoir utiliser ces licences-là, il faut détenir les droits d'auteur. Donc, une des premières choses qu'il faut dire, c'est si vous êtes membre de la SABAM, il pourrait déjà y avoir un sérieux problème sur le fait de redistribuer vos œuvres sous Creative Commons. Pourquoi ? Parce que normalement, l'affiliation à la SABAM fait qu'il y a une cession fiduciaire de vos droits, et vous dites à la SABAM, gérez mes droits à ma place, finalement. Et à partir de ce moment-là, si vous dites à quelqu'un d'autre, gérez mes droits à ma place, en mettant une œuvre sous Creative Commons, vous réappropriez ces droits et vous faites autre chose avec. Donc il y a déjà une incompatibilité
de base et qui existait déjà à l'origine et qui a été discuté entre les créateurs de licences Creative Commons avec la SAVAM, qui était, mais finalement, en créant cela, attention, il faut bien avertir les gens du fait que s'ils sont affiliés à la SAVAM, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Dans d'autres pays, par rapport en France, par exemple, en France, il y a eu des essais pour essayer de pouvoir combiner les deux. Et donc la société de gestion collective française avait eu des discussions avec Creative Commons pour voir dans quelles conditions est-ce que les personnes affiliées pouvaient décider de mettre telle ou telle œuvre sous une licence libre. En Belgique, je ne pense pas que la discussion est allée très loin à ce niveau-là. C'est un fait, il faut le savoir. Donc, première chose importante à savoir sur les Creative Commons, attention si vous faites partie d'une société de gestion collective. Deuxième point d'attention, attention, si vous décidez d'utiliser ces licences, il faut se rendre compte de l'aspect permissif des autorisations que vous donnez sur vos œuvres. Et une fois que vous donnez cette licence, c'est quasiment impossible de revenir en arrière, parce que vous le donnez publiquement, vous donnez beaucoup de droits publiquement. Si 3 mois après vous dites ah ben zut, j'ai une bonne opportunité, maintenant je voudrais aller justement chez un éditeur et je voudrais m'affilier à la SAVAM, je voudrais revenir sur ma décision, ben malheureusement ça va être compliqué parce que vous avez publié votre œuvre sous une licence qui permet la redistribution, la recommunication de manière très libre. Donc vous avez lancé un mécanisme, mais c'est quasiment impossible de revenir en arrière sur cette décision-là. Oui. Faut faire signe, ok. En fait, j'ai une question, parce que avec ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à... Parce que vous dites que une fois qu'on cède les droits, bon bah, ce qui est fait, on peut pas revenir en arrière. Ça, je l'entends. Sauf que ça me fait penser, est-ce qu'il n'y a pas un système limité dans le temps? Par exemple, tu cèdes tes droits pour X période, je sais pas, pour 1 an, pour X. Non, les licences Creative Commons, c'est pour toute la durée des droits. Donc, c'est marqué dans la licence. Jusqu'à... Perpète. 70 ans après la mort du gars. Non, 70 ans, voilà, 70 ans après la mort de du dernier auteur. Il faut réfléchir et il faut surtout prendre cette décision de manière informée. Il y a des gens qui ont pris cette décision. Qui ont pris cette décision en connaissance de cause. Donc moi, je suis avant tout ici pour vous parler de ces licences. D'abord, vous, en tant qu'auteur, sur votre décision qui consisterait à dire, tiens, pourquoi, puisque de toute façon, je ne touche pas de droits d'auteur d'une autre manière, pourquoi ne pas essayer de diffuser mes œuvres de cette manière-là? Mais c'est un choix qui doit se faire en connaissance de cause. Donc, je pense que voilà, mon rôle ici, c'est de vous attirer votre attention sur ce fait-là. Et aussi également, peut-être vous attirer votre attention sur le fait que si jamais vous composez de la musique sur base d'éléments que vous aurez trouvés et qui sont sous licence Creative Commons, que vous fassiez attention aux différents attributs. Donc si typiquement vous faites de la musique électronique sur base de samples et que vous vous dites, bon, ben, je vais aller chercher mes samples dans des œuvres qui sont sous Creative Commons, faites également attention au type de licence Creative Commons qui est utilisé par l'auteur qui aura composé le morceau musical dans lequel vous allez chercher vos samples. Parce que si c'est une licence qui vous dit pas de dérivés, déjà c'est foutu. Donc vous devez déjà les sélectionner en disant il ne faut pas de la musique qui soit sous cette licence-là. Si c'est du share-alike, ben alors est-ce que vous seriez d'accord de redistribuer sous la même licence? Si oui, alors très bien. Sinon, il faut éviter ce morceau-là. Si vous voulez faire de la musique et avoir une activité commerciale, à ce moment-là, il va falloir éviter tout ce qui est sous la licence non-commercial. Donc, voir quelque chose sous Creative Commons n'est pas équivalent à Open Bar. Voilà, il faut faire attention à la licence, au type de licence qui est utilisé et bien apprécier les possibilités par rapport à la licence. Je vais te laisser continuer hein, parce que je pense qu'il y a d'autres éléments qui sont dans ta piste besace. Si j'ai bien compris, le fait qu'on soit inscrit à la SABAM, même si l'œuvre en question n'est pas déposée à la SABAM, même si maintenant on ne le fait plus vraiment, ça veut dire qu'on peut la mettre aussi en Creative Commons. Donc en gros, je
Je suis inscrit à la SABAM, j'ai une quinzaine de titres qui sont protégés, donc je cède une partie de la gestion de mes droits à la SABAM, j'en compose 10 autres. Est-ce que le fait que je mette ces 10 autres morceaux en Creative Commons me pose un souci par rapport au fait que je sois simplement, je répète, inscrit à la SABAM avec une protection des 15 précédents? Là, je me retournerai davantage vers la SABAM parce qu'elle est dans l'autre. Euh, Aujourd'hui, aujourd'hui, chez la SABAM, c'est impossible d'exclure une œuvre spécifique d'un répertoire. Il est possible d'exclure une méthode d'exploitation. Donc tu peux dire, pour toute mon œuvre, je veux que ce ne soit pas online, mais que radio, TV, vous me représentez. Mais tu ne peux pas dire, pour ces 10 œuvres, vous me représentez, mais pour la 11e ici, vous ne faites rien. Parce que c'est ingérable. Voilà. Nous, on a 45 000 membres, on a des milliers d'œuvres. Si vous ne le déposez pas, on ne sait pas qu'elle existe. Hein. Mais si vous ne la déposez pas, nous, on ne va rien faire. Mais en théorie, vous êtes en breach, en rupture de votre contrat que vous avez avec la SABAM. De la session fiduciaire, vous faites La une session fiduciaire, ouais. Sur l'intégralité de votre répertoire. Et c'est fait avec un autre nombre d'artistes. Donc c'est un autre différent style de musique, Mais vous êtes l'auteur. un autre. Et vous, comme auteur, vous êtes inscrit. Donc ça n'a rien à voir avec des noms d'artistes. Ça n'a rien à voir avec... Nous, on n'a rien à voir avec des noms d'artistes nulle part. Hein. On parle avec des auteurs. La personne, l'auteur reste Il faut toujours imaginer que c'est tout à fait compréhensible que vous posiez ces questions au niveau individuel, mais au niveau de notre volume qu'on doit gérer, ça devient très difficile. Voilà. Il y a une chaise au premier rang, en fait. Ah, quel est l'avantage? C'est à vous de le trouver. Non, ça peut paraître ironique, mais en fait, c'est la réponse la plus honnête que je peux vous donner. Peut-être que l'avantage serait de viser à avoir une plus grande renommée plus rapidement par le fait que ces œuvres soient justement en dehors de tout ce système de droit d'auteur qui empêche les gens de reproduire, qui empêche les gens de copier comme ils veulent ou pas. Et voilà, vous êtes plutôt universaliste et vous vous dites plutôt, mais j'ai une autre conception de la musique, j'ai une autre conception du partage, j'ai une autre conception de ma relation avec mes fans. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je vous avouerai qu'il n'y a pas énormément d'artistes qui ont publié leurs œuvres sous Creative Commons, mais il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Bon, puisqu'on est dans la musique électronique, Nine Inch Nails, voilà, ça c'est un exemple où Trent Reznor et sa bande ont décidé de publier 2 albums sous la licence Creative Commons Non-Commercial Share Alike. Voilà, c'est cadeau, c'est sur Internet, tout le monde peut télécharger et profiter de la musique gratuitement, sans se poser de la question de savoir si je fais de la copie privée légale, s'il faut payer, passer par telle plateforme et toutes ces choses compliquées-là. Bon, c'était Trent Reznor, c'était Nine Inch Nails, ils étaient déjà connus avant de le faire aussi. Hein, et peut-être qu'ils ont surfé sur la vague et que ça leur a profité ou pas. En tout cas, c'est clair qu'ils allaient continuer à faire des concerts, avoir des rentrées d'autre part. Et donc là, le calcul a été fait et ils ont estimé que c'était intéressant. Oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est bon. Vous parliez de musique électronique et de sampling, et moi je passe ma vie à sampler, désampler et cacher un peu mes samples pour pas tomber là-dessus, et c'est ce qu'on conseille en général aux artistes de musique électronique. Mais c'est génial. Cacher les samples. Alors là, ça va. Mais ma question, c'était plus... En fait, je lisais un bouquin de musique électronique qui disait... il y a 2 façons, soit vous le déclarez, vous faites vous clearez votre sample, bon, ça m'est déjà arrivé, ou alors, et dans ce cas-là, vous donnez, soit vous payez 1 000 €, 500, 50 €, n'importe quoi, soit vous donnez un pourcentage, soit vous faites rien, et vous attendez soit le tribunal, et
Le juge, on a très bien vu ça, soit il dira oui ou non, si c'est original ou pas original. Deuxième, ouais. J'ai perdu le fil de ma pensée. Bah, soit l'auteur le découvre et vous attrape devant le tribunal, ou Ouais, c'est les bières et la pensée. Là, ou vous négociez a posteriori une fois que la personne s'est manifestée. Oui, c'est ça, oui, on négocie à l'amiable, etc. Mais justement, toutes ces histoires de Creative Commons, parfois, est-ce que les gens se prennent pas trop la tête sur ces droits-là, et est-ce qu'il faut pas juste foncer, créer et voir ce qui se passe après? Enfin, c'est ce qu'on veut. Parfois, on veut juste créer, sortir la chose, et on peut parler des Daft Punk, ils ont eu des petits procès, etc. Ils n'ont pas tout clearé, et c'est sublime ce qu'ils ont fait, et maintenant, qui leur en veut, en fait? Mais personne ne connaît leur visage, ils avaient du casque. Voilà, donc, il faut se cacher, voilà. Donc vous parlez effectivement... C'est le tips. Vous parlez aussi à un avocat, donc par définition, l'avocat ne va jamais vous dire de ne pas respecter la loi. Donc malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question. Je vais devoir vous laisser seul face à votre question. Alors, je vais tout de suite partir. Et... en fait, moi, je ne fais pas de musique. Hein, non. Le casque, prochaine fois. Écoutez, chacun sa stratégie. Hein. Dans d'autres domaines, des Google, des Facebook, ils sont là où ils sont grâce au fait qu'ils sont assis sur les droits sur certains autres droits, vie privée et autres, pendant des années et des décennies. Et ils sont devenus tellement énormes que maintenant, ils ont de quoi se payer des avocats pour se défendre. Si ça, c'est votre stratégie, bon, voilà. C'est pas vraiment une stratégie, c'est juste... je trouve ça bête de se prendre la tête sur une chanson qui me rapporte 3 €. Mais ouais. J'ai juste une autre question. Si je prends un sample de YouTube, souvent... moi, je cherche des trucs, des bruits un peu organiques, etc. Et je vois free of use, free, je vois que du free, je télécharge. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, le problème, c'est que vous tombez... Pas de problème. S'il est marqué free of use, qu'est-ce que ça veut dire? Quasiment rien, c'est pas une vraie licence. Donc vous êtes dans l'incertitude. Il ne faut pas oublier non plus que les artistes sont protégés par la loi et que donc des contrats de cession ou des contrats de licence doivent répondre à un minimum de formalisme pour être valides. Et donc là, en l'occurrence, ça ne devrait pas être valide. Donc méfiez-vous de ces œuvres-là. Donc en général, si vous trouvez quelque chose sur Internet et qu'il n'y a pas de licence, dites-vous que vous ne pouvez rien faire avec. Si vous tombez sur Internet sur quelque chose, il est juste marqué free, ça ne veut absolument rien dire. Free of use, ça ne veut pas dire beaucoup plus, donc il faut quand même qu'il y ait une licence minimale qui soit, voilà, qui ait un peu de contenu et que vous puissiez vérifier par rapport au strict minimum légal que doit contenir une licence. Et le but de Creative Commons, c'était justement pour dégager toutes ces problématiques-là. Donc pour le coup, l'organisation est allée chercher des juristes dans toutes les juridictions pour faire valider leur licence. Et en Belgique, moi quand j'étais au Centre de recherche informatique et droit, justement, on nous avait demandé de certifier que la licence était valide en Belgique. Il y avait même à un moment donné des licences nationales pour être sûr que c'était valide par rapport à un droit. Oui. J'ai une question. Après, j'étais très curieux de la partie NFT aussi. Ouais. Donc j'hésite de demander parce que peut-être vous n'allez pas voir le temps, mais peut-être c'était une question pour la SAMAM. En fait, si Nine Inch Nails il joue en Belgique, il joue un concert dans un stade, ça fait beaucoup d'argent au niveau droit d'auteur. Ils vont jouer les morceaux qu'ils ont enregistrés sur Creative Commons. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent qui rentre? Je dis Nine Inch Nails, mais vous comprenez la base de ma question, c'est qu'est-ce qui se passe avec toute la musique que vous recevez, tout l'argent que vous recevez qui vient de, par exemple, Creative Commons. Ça va, comme vous disiez avant, partager entre ceux qui gagnent le plus. Voilà. D'abord, il faut savoir que les droits d'auteur sur un concert, c'est un pourcentage du prix ticket. Hein. Donc il y a un pourcentage du prix ticket qui est versé par l'organisateur à la SABAM qui alors est redistribué. Il y a certains cas, ils sont rares, mais il y a certains cas où le groupe nous demande de ne pas intervenir parce qu'ils se sont retirés du droit d'auteur, du gestion collective. Le plus connu que moi j'ai vu, c'est Rammstein, qui a joué en Belgique, qui a clairement dit, on a eu une lettre enregistrée de leur avocat pour dire
la SABAM ne peut pas intervenir, ne peut pas facturer parce qu'on est dans un cas de direct licensing, donc ils vont licencier directement avec Live Nation dans ce cas-là. Donc c'est tout à fait possible, hein. Il n'y a pas d'obligation de faire partir, sauf ce que le législateur dit, mais pour nous, il n'y a pas d'obligation d'être membre. L'autre question, je me demande combien de morceaux de ces deux disques-là Nine Inch Nails jouent encore live, mais c'est à voir. Mais il y a certainement eu des cas, sans trop de détails, mais il y a certainement eu des cas où on a modifié le pourcentage du ticket basé sur le fait que le répertoire diffusé n'était pas 100% du répertoire protégé. Et par exemple, certains festivals de dance pourraient être des exemples où on a pu constater qu'une partie du répertoire qui est diffusé n'est pas protégée par la SABAM, donc qu'on a changé. Maintenant, dans des cas très spécifiques et des artistes assez importants, etc., c'est possible. Est-ce que c'est possible pour tous les artistes, pour tous les concerts de la Belgique? À nouveau, c'est devient une question de est-ce que ça vaut la peine ou pas de mettre autant d'efforts sur un truc qui, en termes d'argent, est relativement moins important, je dirais. C'est clair. Oui, c'est relativement clair par rapport à la complexité de la question, je crois surtout. En général, oui, je vous ai dit, hein, c'est déjà compliqué le droit d'auteur et malheureusement, moi je vais rajouter des couches. Donc là, typiquement, vous mettez le pied en plein dans la complexité. Donc l'aspect de la gestion internationale, l'aspect de la combinaison entre ces licences et la gestion collective, oui, effectivement, oui. En fait, je voulais savoir, est-ce que quand on parle d'œuvres Creative Commons, est-ce qu'on peut considérer que est-ce qu'on peut dire œuvre libre de droit ou... C'est très moche comme appellation et en fait non. Non, c'est non. Pour savoir. Libre de droit, ce n'est pas libre de droit parce qu'il y a des droits, c'est juste ils sont exploités d'une manière versatile, d'une manière différente que la version traditionnelle. J'aime pas ça, ce libre de droit. Quand on parle de logiciel libre, là, ça a un certain cadre, parce que les free software, c'est une définition, on sait clairement de quoi on parle. Libre de droit, j'aime beaucoup moins cette appellation, mais bon, c'est juste personnel. Et de toute façon, on s'en fout. Ce qui importe, c'est le contenu de la licence. Donc il faut à un moment donné toujours retourner à la licence. Creative Commons, ils ont deux niveaux. Ils ont un niveau qui est normalement résumé en quelques lignes, où là on vous dit en quelques phrases, voici les effets de la licence. Mais le juriste, quand il va aller devant le tribunal, le jour où il ira à cause de cela, mais rarement, il va aller chercher un long texte qui, lui, est vraiment cadenassé d'un point de vue légal et qui est très très long et un peu indigeste. C'est la réalité aussi. Donc ce qui importe, au final, c'est le contenu de la licence, de toute manière et tout le temps. Je vous propose d'avancer parce que si finalement on va rester ici encore des heures, moi ça ne me dérange pas. Mais donc voilà, Nine Inch Nails c'était un exemple. Alors juste une dernière chose sur les Creative Commons, ça va être important parce que après quand on va parler des NFT et qu'on va essayer de faire la combinaison de NFT et Creative Commons si on a le temps, il y a de plus en plus ce qu'on appelle aussi CC0. Ça c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard. CC0 c'est quoi? C'est justement dans certains pays il y a moyen carrément de dire je renonce à mes droits. C'est le waiver en anglais, pur et simple, je renonce à mes droits. Et ça, c'est la licence qui est la plus extrême et qui dit je fais comme si je n'avais plus de droit d'auteur. Et on gagne quoi avec ça? Rien, puisque ça, je vous dis, ça va dans le domaine public. Punt. D'un point de vue monétaire, mais alors toujours avec la renommée. Mais vous verrez après qu'il y a des gens qui essaient de tirer profit de ça, justement dans les NFT. C'est pour ça que je vous dis, je vous parle juste maintenant, là, en une seconde, vous dire, il existe CC0. C0, dans les pays où c'est permis, c'est dire, je n'ai plus de droit d'auteur. Et dans les pays où il y a des droits d'auteur, c'est, j'y renonce le plus possible, dans la mesure possible par la loi. Puisque, effectivement, en France, en Belgique, toujours les droits moraux, on ne peut pas renoncer de manière absolue à ces droits-là. Et donc, voilà, c'est la licence qui dit, je fais le maximum pour plus avoir de droits d'auteur. Si dans les pays c'est possible, c'est comme ça. Si dans les pays où c'est pas possible, je renonce de toute manière au maximum. Voilà. Ça, c'est la CC0. Juste pour information, pour essayer de faire le lien par la suite. Donc, c'est vraiment la licence la plus permissive d'entre toutes. OK. Alors, c'est juste un petit passage pour vous illustrer les choses à ne pas faire en matière de Creative Commons. Donc typiquement, vous allez sur Google. Si vous faites une recherche avancée, la dernière ligne, vous pouvez faire des recherches sur des œuvres
en fonction des droits qui sont donnés sur ces œuvres-là. Donc Google a instauré dans son moteur de recherche la possibilité d'aller chercher des œuvres qui sont sous ces licences open content. Et donc vous pouvez sélectionner, je veux chercher une œuvre qui me permet de modifier, partager, reproduire, même utiliser de manière commerciale. C'est marqué tel quel dans Google. Et là, vous cherchez, par exemple, Atomium Picture. Voilà, donc là, ça va me rigoler. Pourquoi? Parce que forcément, l'Atomium, c'est protégé par le droit d'auteur. Hein, donc là, c'est le piège, évidemment. Qu'est-ce qu'on a quand on Google, on cherche cela? On a plein de photos de l'Atomium. Donc Google vous dit, oui, il y a des licences qui sont libres de droit et il y a moyen d'aller chercher des belles photos de l'Atomium. Et donc, quand vous suivez, vous allez sur Flickr. Alors effectivement, sur Flickr, il y a moyen de sélectionner des licences Creative Commons pour publier vos photos sous une licence, hein, en donnant en donnant des droits, en utilisant les Creative Commons. Et là, vous tombez sur cette belle photo de l'Atomium, qui était pour le coup en quoi? En BY, donc une licence Creative Commons très très large qui vous permet de tout faire, d'utiliser commercialement, de reproduire, de remodifier, etc. Bon, évidemment, oui, mais je vais terminer d'abord mon idée. C'est complètement faux. C'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a pris une photo de l'Atomium, il est allé sur Flickr, il n'a pas réalisé qu'en fait l'Atomium était protégé par des droits d'auteur, qu'il y avait tout un régime spécifique sur le site de l'Atomium, et les droits sont, by the way, également gérés par la SABAM. Et donc, typiquement, si vous allez sur Flickr et que vous dites « Ah, j'ai une licence Creative Commons qui me permet de faire un usage commercial », vous mettez ça sur votre site et vous faites de la pub dessus, l'Atomium va vous tomber dessus, et vous aurez beau dire que vous avez trouvé ça sur Flickr et que c'était sous une licence Creative Commons. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un maillon faible là dans le mécanisme. C'est qui? C'est la personne qui a pris la photo et qui a oublié que l'objet même de la photo était également protégé par le droit d'auteur. Donc il va falloir faire bien attention à ça, parce que des cas comme ça, il y en a énormément. Là, on parle dans le cas un droit d'un architecte qui pourra avoir sur l'immeuble qu'il a construit, oui. Droit à l'image. Droit d'auteur. Droit d'auteur. En fait, vous avez dit un truc, peut-être que j'avais donné ma réponse, mais je veux quand même poser la question. Quand vous avez dit l'objet même est protégé par le droit d'auteur, donc l'Atomium. Ok. Mmh. Mais prenons un cas concret. À l'Atomium, il peut y avoir plein de touristes, tout ça, et on tombe sur Internet une photo pas du tout mise par un professionnel, mise par monsieur quelconque. Hop, on tombe sur Internet. Est-ce que ça aussi, parce que c'est l'Atomium, c'est protégé ou c'est comment? Dès que vous reproduisez l'Atomium, donc les éléments originaux de l'Atomium sont reproduits dans la photo, vous touchez au droit d'auteur relatif à l'Atomium. D'accord. Ok. Ouais. Et pour rigoler, vous pouvez faire la même chose avec Tintin, et vous rigolerez bien, vous trouverez plein de choses sous Creative Commons avec Tintin. Donc ça, c'est évidemment des don'ts, hein, ne faites pas ce genre de... Enfin, ou alors, si vous le faites, soyez clairement averti du fait qu'il y a beaucoup de gens qui mettent sous licence Creative Commons des choses où il y a un problème au niveau du clearing des droits. Voilà. Je pense que là, on peut clôturer l'aspect Creative Commons et Open Content. Je vous propose vite d'aborder un tout petit peu les NFT quand même, parce que je crois que c'est quand même intéressant et on en parle de plus en plus. Voilà, exactement, les non-fungible tokens. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est quoi? C'est les CryptoPunks. Hein, donc, ok, donc je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout entendu parler des NFT, d'autres oui. Il va falloir aller vite, expliquer ça rapidement, c'est un peu compliqué. Mais alors, qu'est-ce que c'est que des NFT? Ce sont des technologies qui sont basées sur les blockchains. C'est quoi des blockchains? Ce sont des technologies décentralisées qui peuvent être considérées comme étant des registres qui sont répartis à travers la planète et qui reproduisent toujours la même information. Et le fait que vous ayez ces registres partout sur différents serveurs vous garantit que quand il est marqué dans ce registre, cette personne est propriétaire de cette chose, donc il y a un écho qui se fait parmi toute l'infrastructure, parmi tous les registres, et tous les registres disent oui, c'est bien cette personne qui est titulaire de cette chose. Donc c'est un lien entre quelque chose et une personne qui a son adresse propre et qui fait que voilà, telle chose est liée à telle adresse. Et par le fait de la multitude des registres similaires qui garantissent tous que cette information est validée, ça vous crée un système qui valide et qui certifie ce lien entre cette chose et cette personne. C'est ça la blockchain. Bon, la blockchain est à la base de tout ce qui est crypto-monnaie, hein. On en parle beaucoup, c'est
derniers jours, hein, Ethereum, Bitcoin, les Terra, les Luna qui ne valent plus rien, qui valaient beaucoup il y a encore une semaine. Donc il y a toutes les crypto-monnaies qui sont basées sur ces technologies-là, mais de plus en plus, on a également basé ce qu'on appelle des NFT, donc des non-fungible tokens, qui ont pour différence le fait que ce ne sont pas des jetons qui sont interchangeables, un bitcoin égale un bitcoin. Ce sont des choses qui sont uniques, qui sont identifiées de manière unique. Tel item précis peut être lié à tel compte et peut être transmis de tel compte à tel autre compte. Et sur cette base-là, certains artistes se sont dit pourquoi pas créer de l'art virtuel. On va créer par exemple une série de 10 000 petites têtes pixelisées qui s'appellent les CryptoPunks. Et chaque tête sera unique, ça fait partie d'un tout, d'un ensemble. Chaque tête est liée à un identifiant unique. Et une personne va pouvoir acquérir une tête particulière et sera l'unique titulaire de cette chose, de cette tête. Ils ont créé des séries et il faut savoir que ça a pris énormément de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont pris par la collection, par l'aspect authentique, par l'aspect unique. Et maintenant, si vous êtes l'heureux propriétaire d'un CryptoPunk, donc c'est vraiment c'est un ensemble de pixels, c'est tout ce que c'est. C'est uniquement des petites images comme ça qui sont sur lesquelles il est pointé donc dans les blockchains et qui disent voilà, ceci appartient à cette personne. Et ça a bien fonctionné, en tous les cas pour les CryptoPunks, et ils valent des dizaines de milliers d'euros, hein, chaque entité pour le moment. Je ne me souviens plus du prix exact, mais ça a vraiment une grosse valeur en termes d'argent. Pourquoi ? Parce que c'est unique, c'est un parmi les 10 000, il n'y en a que 10 000, il n'y en aura toujours que 10 000, et vous faites partie d'un club select des gens qui ont 1 sur 10 000, et vous pouvez par exemple mettre sur votre profil LinkedIn votre petit singe ou votre petite tête, et vous pouvez vous targuer d'être l'heureux propriétaire de cette chose. C'est normalement plus compliqué que ça, mais j'essaie vraiment de résumer, quoi. Surtout qu'on n'a pas encore beaucoup de temps. Bon, alors, deuxième exemple, c'est les Bored Apes Yacht Club, plus ou moins la même idée. Il y en a également 10 000. 10 000, il n'y en a aucun qui est identique à l'autre, ils ont tous des attributs différents. En fonction de certains attributs, l'un vaut plus que l'autre, mais ça se vend à des centaines de milliers d'euros à l'heure actuelle. Donc si vous êtes l'heureux propriétaire de ce genre de choses, sachez que ça vaut cela. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, exemplaire unique, série de 10 000, pas plus de 10 000. Un tout petit peu plus, il y aurait moyen, mais si on rentre dans le détail, mais on ne va pas aller dans le détail. Mais voilà. Ça, c'est les NFT. Donc, je vous ai dit, c'est basé sur le blockchain. Donc, ce sont des tokens, ce qu'on appelle des crypto-assets, des actifs numériques. Et c'est vraiment dans l'air du temps. Et il y a énormément de gens qui essayent de surfer sur cette vague-là aussi, qui créent des séries, d'autres séries. Alors, comme les singes de Bored Apes ont fonctionné, il y en a d'autres qui font également avec des singes, il y en a d'autres qui font avec des koalas, avec tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors d'un point de vue droit d'auteur, il y a énormément de choses à dire sur le lien entre les NFT et les droits d'auteur. Il est 6 heures, je vous dirais, je vais bypasser ça parce que c'est vraiment compliqué, mais grosso modo, c'est la jungle et on fait tout et n'importe quoi. Donc typiquement avec les CryptoPunks, il faut savoir qu'il n'y avait pas une ligne de licence sur les droits d'auteur relatifs à chacune de vos têtes. Autrement dit, vous étiez l'heureux propriétaire de quelque chose où on ne sait pas exactement quoi, parce qu'il n'y avait même pas de licence de droit d'auteur dessus. On ne sait rien du tout. Donc voilà. C'est donc votre identifiant est lié à une chose unique dans une blockchain, ça vaut énormément d'argent, mais d'un point de vue droit d'auteur, ce n'était pas du tout clair. En matière de Bored Apes, c'était un peu plus clair. Il existe effectivement une petite licence pour cela sur le site de Bored Apes Yacht Club. Bon, maintenant, on peut dire beaucoup sur cette licence-là, qui est très approximative ou qui est vraiment sujette également à interprétation. Il y avait quand même un tout petit effort de couvrir l'aspect droit d'auteur, mais ce n'était pas génial non plus. Voilà, je le résumerai comme ça, je crois que c'est la meilleure manière de le résumer. Mais c'est ça qui est d'autant plus hallucinant, c'est quand on voit le montant d'argent qui est en jeu par rapport à l'aspect de conscience de droit d'auteur, parce qu'on peut aussi parler de droit de la consommation. Les consommateurs qui achètent cela, est-ce qu'ils ont été correctement informés par rapport à l'application du droit de consommation ? Il y a énormément de choses à dire sur tout ce phénomène-là, tout ce phénomène qui ne s'est pas préoccupé de prime abord des questions juridiques.
Voilà. Qu'est-ce que ça peut apporter maintenant? Parce que vous allez me dire, bon, c'est bien, vous me parlez de graphique, vous me parlez de dessin, vous me parlez de technologies très compliquées, vous me parlez d'énormes sommes d'argent. Est-ce que nous, ça pourrait nous impacter? Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact dans la musique? Parce que c'est finalement ça, peut-être, votre question. Mais ces technologies permettent, entre autres, d'avoir un lien direct avec les œuvres. Donc, tout ce qui s'est dit avant, c'était très problématique ou c'était compliqué. Pourquoi? Entre autres parce qu'il y avait des intermédiaires. L'intermédiaire éditeur, intermédiaire SABAM, gestion collective, intermédiaire. C'est compliqué, c'est lent. Qu'est-ce qui rentre dans la gestion collective? Qu'est-ce qui sort pour moi? Est-ce que je reçois véritablement ce à quoi j'ai droit? Toutes ces questions-là, on les a abordées. Et je ne sais pas si votre esprit est beaucoup plus clarifié par rapport à tout ce qui se passe auprès de tous ces intermédiaires. En tout cas, c'est compliqué et vous avez l'impression qu'avant de toucher de l'argent, ça va dépendre de l'un ou de l'autre. Ici, on est vraiment dans l'esprit Web 3.0, c'est-à-dire, Web 1, c'était décentralisé, c'était connecter toutes des machines les unes avec les autres. Web 2, c'est finalement l'arrivée des grandes plateformes et de tous ces intermédiaires. Et le mouvement Web 3, c'est d'essayer de recréer de la décentralisation et de recréer ce lien direct entre les machines et les gens. Et donc ici, avec les NFT, ce qui se passe, c'est que vous, en tant qu'artiste, du jour au lendemain, vous pouvez aller sur une plateforme, minter un NFT, donner un prix, et le lendemain, si c'est vendu, et vous avez directement l'argent sur votre wallet. J'allais dire dans d'autres poches, mais je dois dire sur votre wallet. Sans doute payé en crypto-monnaie avec tous les risques et les aléas liés à cette monnaie, soit, peu importe, mais au moins, on crée un lien direct. Et on crée un lien direct, et non seulement cela, mais il y a également moyen d'ajouter à ces tokens ce qu'on appelle des smart contracts. Ce sont des contrats intelligents. Et l'un des gros avantages que les professionnels du droit d'auteur voient dans ces technologies-là, c'est qu'on étend beaucoup plus ce qu'on appelle le droit de suite. Donc il faut savoir que quand on est un artiste et que l'on vend des peintures, et qu'une peinture commence à... Donc on le vend à un premier acquéreur, à un deuxième, la peinture commence à avoir beaucoup de valeur, et puis finalement l'artiste se dit, mince, moi je l'ai vendu 500 €, maintenant ça se vend 200 000. C'est pas juste. Et pour cela, il existe un droit qu'on a créé qui s'appelle le droit de suite et qui permet aux artistes de toucher un tout petit montant si cette œuvre est vendue par un professionnel de l'art, Christie, Sotheby's, les ventes aux enchères, etc. Bref, voilà, ça existe, mais ça fonctionne pas très bien. C'est uniquement pour un style particulier d'art. Il y a plein de conditions, c'est un peu compliqué. Ici, vous pouvez intégrer une sorte de droit de suite dans le smart contract lié à un NFT. Donc si vous le vendez 1000 € ou je sais pas moi, un Ether à quelqu'un, si après le lendemain c'est revendu 10 000 Ethers parce que justement vous acquérez une renommée, parce que vous avez créé une fanbase, parce qu'il y a des fans qui vous suivent de plus en plus, et bien là vous pouvez marquer dans le smart contract, à chaque transaction je toucherai X%. Ça c'est vraiment un des gros avantages qui sont perçus sur cette technologie-là, entre autres. Parmi d'autres, avantages, inconvénients, il y a beaucoup de choses à dire une fois de plus, mais malheureusement on n'en a pas beaucoup, je vais vraiment essayer d'avancer. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, comme avec les Creative Commons, je vous donne un exemple. Donc, il y aurait même moyen, soi-disant, d'aller acheter des Pokémon sur NFT. Sachez que je n'ai pas été jusqu'au bout, donc je ne peux pas vous dire à 100% que ce n'est pas légitime, mais je suis sûr à 99,9999% que ceci a été fait par quelqu'un qui n'avait pas du tout les droits sur les Pokémon, mais qui a quand même minté des NFT sur les Pokémon. Donc, une fois de plus, faites attention, et pour le moment, c'est un peu la jungle, et en matière de gestion de droits d'auteur, c'est également un peu la jungle pour le moment. NFT et musique, maintenant, pour vraiment rentrer dans le cœur de la question, pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant ? Je ne pense pas qu'on va remplacer n'importe quel CD ou n'importe quel morceau musical pouvant être écouté sur streaming par des NFT. C'est des deux technologies qui sont différentes, c'est pas vraiment comme ça que ça va fonctionner. Par contre, il y a beaucoup d'artistes et des artistes de musique qui ont perçu l'intérêt de ces NFT, qui ont perçu l'intérêt de ce lien que l'on recrée avec sa communauté, avec sa fanbase.
Voilà. Donc de la même manière qu'avant on achetait un t-shirt d'un groupe de métal, de son groupe métal favori, hein, Rammstein par exemple, de la même manière maintenant vous serez peut-être enclin à acheter un petit NFT que votre artiste préféré a édité en 1000 ou 10 000 ou 100 000 exemplaires. Pourquoi? Parce que vous l'appréciez, parce que vous avez envie que ça apparaisse dans votre maison virtuelle dans le métavers par exemple. Ou autre, ou peut-être aussi parce que cet artiste a lié certains droits complémentaires à ce NFT. Et quel droit? Par exemple, d'accéder au backstage et de pouvoir parler avec lui pendant 5 minutes. Ou peut-être deux bières gratuites, ou que sais-je, je n'en sais rien. Mais donc, à ces NFT sont également liés certains services additionnels. Voilà, il y a pas mal d'artistes qui ont vu cela, qui ont perçu cela et qui l'utilisent. Et pour clôturer, je vais vous donner quelques exemples. Aïe. Donc l'ordinateur est mort. C'est pas grave. Bon, mais oui, je crois il avait batterie faible déjà, mais je crois que la batterie est faible pour tout le monde. Ah. Mais donc dans les exemples que je pouvais vous proposer, c'était par exemple, vous avez Booba. Hein, bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est quand même un des meilleurs rappeurs français. Qui a beaucoup compris généralement en matière de business et en matière de commerce, et qui a été un des premiers à se lancer sur les NFT. Donc il a lancé ses propres séries de NFT, il les a présentées sur son site, il y a lié par exemple le fait de pouvoir avoir accès en exclusivité à certains clips musicaux, et donc il y a des fans qui se sont dit oui, je suis prêt à acheter ce NFT 30 € pour affirmer mon soutien à Booba, pour avoir une petite étiquette animée de Booba qui est cool, et pour pouvoir avoir accès à une partie de son site web qui permet d'avoir accès à certains contenus que d'autres n'ont pas. Donc on voit l'aspect club exclusif, lien particulier avec l'artiste, hein, autre niveau de lien et d'affirmation comme quoi on soutient l'artiste, etc. Et donc il y a tout une façon de pouvoir gérer sa communauté, de pouvoir gérer ses artistes. Ça, c'était l'exemple de Booba. Ici, bon, là, c'est un autre exemple, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est Aphex Twin, bon, forcément, musique électronique, vous ne pouvez pas passer à côté de ça non plus. Aphex Twin qui avait une collaboration avec un créateur de vidéos, et ensemble ils ont fait de la musique plus du son. Donc le tout, c'est une sorte de clip musical unique qui était à vendre et qui s'est finalement vendu pour, tiens, on ne voit pas tout, mais c'était 72 Ethereum, donc fois 2000, ça fait plus ou moins 150 000 €. Alors, je vous dis ça parce que voilà, il y a certains artistes qui ont compris, qui ont su tirer avantage de cela. Autre moyen de faire de l'argent, autre source, autre possibilité d'exploiter ces œuvres. Maintenant, c'est clair que je vous parle d'Aphex Twin. C'est pas n'importe qui. Et donc, quand je vous disais, je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire, je ne vous dis pas que c'est bon ou que ce n'est pas bon, mais c'est clair que là, ce sont déjà des gens qui ont déjà une réputation, qui ont déjà une fanbase et qui ont encore trouvé le moyen de leur vendre autre chose, de leur vendre d'autres produits. Est-ce que tout un chacun est capable immédiatement de lancer des vidéos ou n'importe quel contenu qui serait lié à un NFT ou qui constituera un NFT? Je ne sais pas. C'est possible, c'est pas possible. C'est envisageable. Si vous le faites, je vous souhaite du succès, mais c'est clair que là, les exemples que je peux vous donner, c'est des gens qui avaient déjà accès à des plateformes, accès à des réseaux, accès à des gens qui étaient connus, et donc la probabilité qu'ils puissent vendre ce qu'ils avaient fait était élevée aussi, forcément. Autre exemple, Post Malone, il a également créé des NFT qui étaient liés à quoi? Qui étaient liés au fait qu'on pouvait aller jouer avec lui au beer pong pendant quelques minutes si on achetait son NFT. Bon, après, la créativité n'a pas de limite, hein, donc il y a vraiment moyen de lier un peu tout et n'importe quoi, du moment que les gens sont prêts à payer et acheter ce NFT pour avoir ces services-là. Et puis pour terminer, c'est peut-être pas la meilleure manière de terminer, mais soit c'est comme ça que ça va se terminer. Les Gorillaz avaient également aussi décidé de se lancer dans la vague NFT. Mais alors, eux, ils ont repris un retour de manivelle énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un groupe qui était fortement porté sur tous les thèmes écologiques.
Et le problème, c'est que actuellement, la blockchain et tout ce qui est crypto-monnaie, crypto-assets et NFT sont un peu pointés du doigt par le fait qu'ils consomment énormément de ressources informatiques. Donc ça fait beaucoup tourner les ordinateurs, ça fait tourner les CPU, et donc ça consomme pas mal d'énergie. Et donc on leur a tout de suite dit, mais attendez, vous êtes Gorillaz et vous allez vous plonger là-dedans dans les NFT, alors qu'on voit ce que ça fait comme consommation d'énergie. Il y a beaucoup de choses à dire, une fois de plus, sur l'aspect consommation d'énergie dans la blockchain. Parfois c'est exagéré, il y a une certaine part de vérité, il y a une certaine part d'exagération, et puis après il y a des améliorations constantes également dans la technologie qui fait qu'on va essayer de les développer d'une manière qui consomme de moins en moins. Soit, mais voilà, c'était intéressant pour parler de musique et NFT, de parler de cela. Et pour vraiment finir, il y a moyen de mélanger les deux. Donc il y a des gens qui se sont dit, tiens, pourquoi pas faire des NFT, mais en même temps que ça soit sous CC0. Donc je vous ai parlé de la Creative Commons CC0, je n'ai aucun droit d'auteur. Et donc d'un côté, ils créent des jetons uniques qui valent leur prix. Si c'est 4 Ethers, x 2000, ça fait quand même 8000 €. Mais n'importe qui peut réutiliser l'image. Ça, faites ce que vous voulez avec. N'importe qui peut faire n'importe quoi avec l'image. Mais celui qui achète le jeton est l'unique propriétaire du jeton. Ça peut paraître un peu fou, un peu contradictoire, mais là, la réflexion était la suivante. Au plus tout le monde va faire n'importe quoi avec l'image, au plus on attire de l'attention sur ce jeton unique. Et on va créer de l'envie. On va dire, voilà, regardez, on fait des casquettes, on fait des chaussettes, on fait n'importe quoi sur ce jeton-là, mais tout est basé sur ce jeton-là. Et donc on a lié les deux, Creative Commons 0 et le NFT. Bon, ce sont les CryptoToads, et vous pouvez, je pense, acheter sur Amazon fabuleuses chaussettes avec des crapauds pixelisés, si ça vous dit. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis désolé, on a dépassé largement. Tout grand merci, Philippe. Du coup, on zappe un petit peu les questions ici pour la fin, parce qu'on allait vous proposer de faire une petite pause. On a des sandwichs, il y a encore à boire, il y a plein de choses. Et puis, après, on pourra poser toutes les questions qu'on a encore pour tous les panélistes, puisqu'on va avoir une discussion entre nos 4 conférenciers. Et voilà, je sens que David s'en réjouit. Il est déjà fou. On va essayer d'être vraiment à cheval sur le timing, parce qu'on avait commencé un petit peu en retard. Donc c'est ça, on a faune un sandwich, on fait une demi-heure de pause. Ça va pour tout le monde? C'est long. Non? Un quart d'heure de pause alors. Impeccable.